m'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est vrai, bah ça y est, ça commence. Bon, je vous remercie d'être là ce soir pour cette table ronde avec nos invités. Donc la thématique de réflexion qui nous a été proposée, c'est Vairagua à l'ère du désir, renoncement ou redéfinition au sujet. On va organiser la table ronde de telle manière que je vais suggérer quelques thèmes de réflexion, nos invités vont pouvoir s'exprimer, et puis ensuite on prévoira un temps d'échange avec vous. Voilà. Alors, du coup, le thème qui nous a été proposé, c'est donc Vairagua a-t-il été réduit à un idéal ascétique dépassé, ou est-ce qu'il peut évoluer vers une attitude socialement engagée? Donc, finalement, la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut transposer ce principe millénaire dans nos sociétés contemporaines? Et donc, parmi les questions que j'avais envie de vous poser, en tout cas qui nous ont été suggérées, justement, c'est, selon vous, est-ce que ce principe, finalement, nous amène à un chemin plutôt de retrait social? Il a été aussi proposé un émoussement émotionnel ou alors une forme d'échappatoire? Ou est-ce que, à l'inverse, ce serait plutôt une attitude qui soit profondément engagée et consciente du désir de s'ancrer finalement dans la vie sociale? Voilà, vaste projet. Est-ce que l'un de vous se sent d'attaque? Voilà, par exemple. C'est en français, hein. J'ai pas besoin de traduire en anglais. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose dont on doit se détacher, qui n'est aucunement en contradiction avec un engagement de quelque nature que ce soit. Et ce dont on doit se détacher, tout simplement, c'est l'idée d'être un être séparé. Merci. Est-ce que l'un de vous deux souhaite soit rebondir, soit donner sa vision? Moi, je veux bien. Mais pour moi, le Vairagya, le détachement, c'est un engagement social, bien sûr. Parce que ma manière de voir le yoga et principalement Vairagya, ce détachement, c'est de rencontrer l'autre comme un miroir. Et donc, bien sûr, que le retrait seul, je ne peux pas évoluer. C'est l'autre dans le quotidien, dans la rencontre, qui va me permettre et qui va permettre à l'autre de se rencontrer et d'évoluer. Merci. Moi, je vais prendre un point de vue plus traditionnel, plus classique. Et si vous me le permettez, je vais vous citer une Upanishad, la Mundaka Upanishad, qui, malgré son grand âge, me paraît encore d'actualité pour éclairer ce thème. Alors voilà ce que dit la Mundaka Upanishad dans ce premier chapitre. Il y a un verset. Ayant réalisé le caractère foncièrement insatisfaisant du monde relatif, que le chercheur s'en détache, donc on est bien dans Vairagya, et se rende auprès d'un gourou ayant l'expérience de l'absolu afin d'être instruit. Donc, ce que je veux relever ici, c'est qu'il nous faut, par la porte ou par la fenêtre, arriver à nous rendre compte que nous ne pourrons pas trouver le bonheur auquel nous aspirons dans le monde relatif. Donc Vairagya, c'est d'arriver à cette prise de conscience, je dirais, à être guéri de la fascination que le monde des formes exerce spontanément sur nous. Et toute la question, c'est de savoir comment on arrive à ce point où on est défasciné. Est-ce qu'il faut renoncer ou au contraire, est-ce qu'il faut expérimenter? Et alors, la réponse de la voie védantique avec laquelle je suis le plus en affinité,
c'est de dire il faut expérimenter le monde, parce que sinon, nous n'en serons pas réellement défascinés. Si c'est par un acte de volonté que nous renonçons au monde, eh bien cet acte de volonté, quelque part, se retournera contre nous dans le sens où il y aura une frustration et où nous n'arriverons pas à un vrai lâcher-prise. Donc voilà ma vision, mais qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est celle des Upanishads, en tout cas quand on les lit avec le regard qui est le mien, comme quoi Vairagya, c'est davantage le résultat d'une expérimentation consciente du monde que d'un retrait plus ou moins frileux. Voilà. Donc, je suis bien d'accord que pour arriver à ce détachement, la relation aux autres, l'expérience de ce que sont les autres et de ce qu'ils nous renvoient est un élément fondamental. Je voulais juste rebondir un instant pour reposer une question, peut-être pour préciser. Est-ce que finalement on est quand même sur une démarche, je mets beaucoup de guillemets, qui serait d'une certaine manière un peu linéaire, de présence dans le monde, ou est-ce que ce sont des allers-retours de retrait et d'être dans le monde où on n'est pas du tout là-dedans? Eh bien, là, tel que dans ce verset de l'Upanishad, c'est quelque chose de linéaire. On progresse dans la vie, on fait des expériences. C'est très lié à la notion des 4 âges de la vie, les 4 ashramas, dont vous avez probablement entendu parler. Eh bien, le premier ashramas, c'est l'âge où on se forme, et donc là, on découvre le monde, et on découvre, c'est le cas de dire, les formes. Et puis, le deuxième âge, c'est l'âge où, enfin, le mot sanskrit, c'est on devient chargé de famille, donc c'est-à-dire qu'on s'engage dans la vie sociale, et du coup, on expérimente le monde relatif. Et c'est au bout de cette deuxième phase qu'on commence à envisager un retrait. C'est ce que chez nous aussi on appelle la retraite. Le mot est significatif, sauf que la retraite chez nous, ça veut juste dire toucher une pension et mener une vie qu'on a envie de mener, alors que traditionnellement, la retraite, c'est étymologiquement se retirer de la vie sociale à des degrés différents, parce qu'en théorie, on l'a suffisamment expérimenté pour que notre énergie ne soit plus tournée vers l'exploration du monde extérieur, mais soit principalement disponible pour la quête intérieure. Donc dans ce sens, c'est bien linéaire, mais ça c'est le schéma général. Ensuite, bien sûr, concrètement, nous sommes tous et toutes appelés à tout âge à faire des allers-retours entre le monde relatif et puis cultiver une autre dimension plus intérieure. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais non plus ajouter quelque chose parce que c'est trop tard, mais je voudrais préciser que dans le Yoga Sutra, en tout cas, la définition de Vairagya, comme vous l'avez déjà entendu sûrement, Swamiji a dû en parler, c'est une absence de soif pour les expériences que l'on vit soi-même ou pour les expériences dont on a entendu parler par d'autres. L'absence de soif, ça ne veut pas dire renoncer aux événements de la vie, ça veut dire les reconnaître quand ils apparaissent, les accepter tels qu'ils apparaissent, mais ne pas les rechercher a priori ou a posteriori. C'est-à-dire, si demain matin nous nous levons et que le soleil jaillit de l'horizon et éclaire les montagnes, et soudainement un sentiment d'émerveillement nous habite, ça serait vraiment stupide de fermer les yeux en disant je renonce à la beauté parce que le yoga prône le renoncement. Si, alors je prendrai l'exemple d'une femme qui rencontre un bel homme et ce bel homme s'intéresse à elle, ça serait bien dommage que cette femme renonce à la possibilité d'une relation parce qu'il n'y a aucune raison de renoncer à ce genre de choses. Et si moi, après avoir donné quelques cours ici, je me retrouve avec un compte en banque bien garni et que je peux m'acheter une Porsche comme j'en ai vu une ce matin, il n'y a aucune raison de renoncer à le fait d'acheter une Porsche si j'ai l'argent pour le faire. Parce que ce qui est important, et je le redis,
c'est pas tellement les objets, les expériences, les passions, mais c'est ce sentiment de séparation qui fait que automatiquement notre identité repose sur l'acquisition ou la perte des choses, des gens, et là, à ce moment-là, le problème est entier parce que la souffrance est présente et nous accompagne constamment. Merci. Est-ce que vous auriez envie de rebondir sur ce point, sur l'absence de soif, notamment parce que parmi les thèmes de réflexion qui nous avaient été proposés, il y avait aussi cette idée justement d'absence de désir, alors que finalement dans la société contemporaine dans laquelle on est, l'image du yoga qu'on peut avoir, ou en tout cas qui peut être, on va dire, promue dans certains magazines, où il y a effectivement cette idée que le yoga c'est un petit peu comme une baguette magique, anti-stress, source de bonheur, de bien-être, et donc du coup quelque part on passe de l'absence de soif que vous nommiez à une pratique qui nous amènerait à quelque chose de mieux, à un mieux-être, à une meilleure connaissance de soi. Donc finalement, comment est-ce qu'on arrive à se moduler avec ça si on veut et ne pas renoncer et avoir une Porsche et aller bien? Tout ça, ça fait partie de la stupidité du monde contemporain qui date depuis l'aube de l'humanité, donc ça n'a pas vraiment changé. C'est du commerce, ce genre de, comment dire, de mise en avant du yoga comme un facteur de bien-être. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Yann sur l'importance de découvrir ce qui est au-delà de ce qui est fugitif et temporel et temporaire aussi. Mais ça passe par un regard aiguisé sur la manière dont nous fonctionnons. Et dès qu'il y a désir et son opposé, le rejet, il y a la non-acceptation de ce qui est, et fondamentalement, à mon avis, le sens de Vairagya, c'est la nature de l'acceptation de ce qui est. Alors, si vous n'êtes pas capable d'accepter ce qui est, vous devez accepter le fait que vous n'êtes pas capable d'accepter ce qui est, ça commence par ça. Yann, Isabelle, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose là-dessus. Non, je souscris tout à fait à cette façon de voir les choses. En effet, Vairagya, c'est l'art d'accepter le réel tel qu'il est, ou plus exactement, c'est la disposition intérieure qui fait qu'il y a adhésion naturelle avec le cours des choses. Et toute la question, c'est comment arriver à ça, hein, parce que pour moi, c'est davantage le fruit d'une existence consciente bien menée, donc dans laquelle l'expérience ou l'expérimentation du monde relatif est fondamentale, et c'est ça qui fait que petit à petit on se défacile. Il suffit de regarder comment on fonctionne, même avant d'avoir fait du yoga. Comme la plupart d'entre vous, j'ai eu des passions de jeunesse, et puis bien, ces passions, elles se sont usées parce que, en tout cas pour certaines d'entre elles, j'ai pu les accomplir dans de bonnes conditions. Par exemple, quand j'étais jeune, j'étais fan de voile, petits bateaux, comment on appelle ça, des dériveurs. Voilà. J'ai fait du voilier, j'ai fait un peu de régate, etc. Et puis petit à petit, sans que je m'en rende compte, eh bien, Vairagya est arrivé, c'est-à-dire que ça ne m'intéressait plus. Quand j'aime la mer, je vais volontiers voir les bateaux quand il y en a dans l'environnement. Si je suis invité à monter sur un bateau, ça sera avec grand plaisir. Mais il n'y a plus cette soif dont parlait François. Elle s'est tarie, et du coup, eh bien, au moins pour cette passion-là, mon énergie ne part plus à l'extérieur. Et selon ma compréhension, c'est à nous de mener intelligemment notre vie pour que nos passions principales puissent peu à peu décliner, tout simplement parce qu'elles ont suffisamment été satisfaites. Et pour cela, il faut, et c'est impératif,
mettre de la conscience dans nos expériences. Parce que nous savons aussi que réaliser des désirs sans conscience, ça ne les éteint pas. Il y a des images célèbres dans les textes classiques, c'est verser de l'huile sur une lampe à huile pour vouloir l'éteindre. Vous entretenez le feu du désir. Donc pour parvenir à l'apaisement des désirs ou à une certaine liberté par rapport au désir, il faut deux choses. Un, expérimenter ce qui nous attire, mais deux, le faire en conscience, que nous soyons au maximum de notre présence dans ce que nous vivons. Et là, ça touche, à mon avis, à l'autre mot clé de ce congrès, Abhyasa, la pratique. Dans l'optique que je vous propose, il ne s'agit pas de pratique corporelle, même si ça en fait indirectement partie, mais il s'agit de ce que j'aimerais appeler la pratique de la vigilance, c'est-à-dire d'une certaine qualité d'attention qui va faire que les expériences que je vis, en quelque sorte, s'inscrivent en moi comme ayant été faites, et donc qu'il n'y ait pas besoin de les refaire. Je ne dis pas qu'il faut juste une expérience, mais un nombre relativement limité d'expériences conscientes conduisent à l'épuisement du désir relatif. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais on pourrait expliquer pourquoi le fait d'être conscient quand on vit un désir, ça aide à se rendre compte qu'il est vain, parce que ce que l'on cherche est toujours plus vaste que ce que l'on obtient. Mais pour se rendre compte concrètement qu'on n'obtient jamais complètement ce que l'on souhaitait, il faut accompagner la réalisation du désir de la conscience. Sinon, on a juste l'impression qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait et on recommence. Tu souhaites peut-être ajouter quelque chose, Isabelle, là-dessus? Je sens peut-être avant de réagir. Non, réagir, non, parce que voilà, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit tant chez François que chez Anne. Moi, je me propose un regard un peu différent. C'est qu'en fait, quand j'entends Abhyasa et Pragya et que je les remets dans le contexte du Yoga Sutra de Patanjali, c'est qu'en fait, on les aborde dans le premier chapitre. Et mon formateur, mon enseignant, il m'a appris que le premier chapitre était quand même destiné à des personnes qui avaient fait un long chemin. Je ne me sens pas aujourd'hui avoir fait un long chemin. Donc quand moi je me remets Abhyasa et Pragya, je me suis permise, autorisée, de les remettre en parallèle avec le deuxième chapitre du Yoga Sutra, le Kriya Yoga. Et donc, quand on analyse Abhyasa, de retourner vers soi, eh bien je me dis, tapas peut être aussi une pratique. Ishvarapranidhana, une forme de détachement, de lâcher prise. Et le cœur, c'est Svadhyaya. Qui suis-je ou qui ne suis-je pas? Pour pouvoir aller progressivement, parce que c'est un cheminement, vers ce lâcher prise, ce détachement. Et donc c'est vraiment la rencontre, mais qui suis-je? Et surtout, qui ne suis-je pas? Ou qu'a-t-on fait de moi aujourd'hui que je peux me détacher ou que je peux me libérer pour rencontrer à un moment donné Bhagavan. Voilà moi ce que je me suis proposé. Je voudrais aborder cette question un peu autrement. Pour moi, il me semble qu'une des paroles essentielles qui vient du poète Sophie Rumi, c'est la suivante: c'est par ta blessure qu'entre la lumière. Je pense que le processus naturel qui nous conduit à nous détacher des choses qui
ont dû nous traverser a lieu à travers toutes les souffrances que nous avons connues depuis le moment où nous sommes devenus conscients d'être ce corps, ces pensées, soi-disant ce prénom, ce nom, comme si ça avait vraiment de l'importance. Et que c'est... Alors pour reprendre une image, mais là c'est de Yunus Emre, qui est un autre soufi turc, c'est comme si la vie nous invitait, en tant que billes séparées, d'être mis dans un sac commun, et les billes se frottent les unes contre les autres, parce que j'aime bien entendre le mot relation et l'importance de la relation, mais si on regarde, la plupart du temps, c'est deux billes qui se frottent l'une contre l'autre, avec quelques moments de répit. C'est-à-dire que les relations humaines, elles ne sont pas si bienveillantes que ça, pas si compassionnées que ça. Et les gens du yoga, sous le couvert de la compassion et de la bienveillance, cachent énormément souvent de frustration et d'aigreur, et quelquefois de jalousie, et quelquefois de comparaison et de jugement de toutes sortes. Et c'est à travers ce processus-là que petit à petit croît en nous la conscience et la connaissance du fait que tout ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle, que ces processus sont tellement douloureux pour la planète, pour les autres espèces vivantes qui sont actuellement victimes de la folie humaine, et pour l'espèce humaine dans son ensemble, que nécessairement ça doit faire naître quelque chose de la nature du détachement par rapport à tout ce qui nous paraissait important auparavant. Alors peut-être que je me trompe, du coup j'ai quand même l'impression que tous les trois, de manière assez différente, vous vous complétez sur le fait que c'est quand même un cheminement de connaissance de soi et que c'est probablement le premier pas pour ensuite agir dans le monde. Jusque-là ça va? Non? Oui? Vous complétez? Je sais pas, c'est une question? Parce que c'est pas le premier pas. De quel monde s'agit-il? À celui dans lequel on vit, puisqu'on est parti un Alors, petit peu sur l'idée... on vit dans un seul monde, le monde qu'on croit être à l'extérieur de soi, mais qui n'est qu'une image qui se reflète à l'intérieur de soi, de ce qu'on porte en soi comme étant soi. Je rebondissais sur le fait que vous nommiez l'engagement, justement, enfin, notre société, les périls qu'il connaît, la menace du vivant, etc. Et donc mon idée, c'était aussi de faire le lien avec ce que disait Isabelle sur le fait, effectivement, quand on peut... qui suis-je? Voilà, pardon, je reprends mon fil. À partir de qui suis-je? Et ça, pour moi, ça venait m'interpeller sur, effectivement, agir dans le monde ou les mondes à partir de qui l'on est. Mais pour savoir qui l'on est, il faut probablement qu'on ait fait déjà un cheminement de connaissance de soi. Je ne sais pas si je suis très claire, je crois qu'on s'est un peu perdu. Mais en tout cas, c'était vraiment pour faire un petit peu le lien entre ce que vous nommiez sur les enjeux contemporains, on va dire, et puis le qui je suis, qui est quand même une question assez abyssale, je crois. Oui, mais ma question était qui suis-je, mais qui ne suis-je pas pour rencontrer qui suis-je? Eh bien, peut-être que tu peux développer cet aspect-là, parce que c'est intéressant de rentrer par le qui je ne suis pas, pour savoir qui je suis. Alors, simplement, c'est en fait, nous sommes, comme le disait si bien François, nous sommes construits souvent sur des souffrances pour moi qui commencent peut-être même au moment de la vie intra-utérine, et qui vont faire formater un être qui n'est pas cette conscience, qui n'est pas cette âme qui a choisi de venir faire une expérience dans la matière. Mais c'est ce cheminement vers qui ne suis-je pas, en libérant des couches et des couches et des couches, qui va faire que tout doucement, on va se rapprocher de notre nature profonde. Merci. Yann, Je peux souscrire à ça, et je reprends aussi ce qu'a dit François. La maturation de notre être se fait autant par l'expérience positive du monde, tentant de donner satisfaction à nos aspirations,
que par la confrontation à nos échecs et aux blessures que la vie nous inflige, qui elles aussi nous obligent à nous demander dans quelle aventure sommes-nous embarqués et est-ce que cette aventure a un sens. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'une bonne partie du chemin consiste à se débarrasser des aspects qui ne sont pas vraiment nous-mêmes et qui embrouillent complètement la capacité à arriver à une vraie satisfaction. François, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça. Quand on dit se connaître soi-même, est-ce qu'on parle de la connaissance de la monture, de la monture, ou si vous voulez du véhicule? Là, pour ça, l'Occident est extraordinairement bien doté, fouillé dans les recoins les plus cachés de l'organisme humain et attribue au cerveau des pouvoirs extraordinaires qui dépassent encore les capacités de compréhension des scientifiques qui l'étudient. Quand on parle de connaissance de soi, est-ce qu'on parle de l'ordinateur qui se trouve à bord de ce véhicule, cette fonction extraordinaire de la pensée, de la mémoire, du langage, de tout ce que l'humanité a sans doute connu dès son aube, mais a développé au cours des siècles et des générations, et l'a transformé en une arme destructrice de l'espèce humaine elle-même et de la plupart des autres espèces sur cette planète? Ou est-ce qu'on parle de ce qui, en chacun d'entre nous, devrait être conscient de tout ce qui se passe, et fondamentalement est conscient de tout ce qui se passe, mais comme voilé par la mécanique de la monture ou du véhicule, et surtout par la mécanique de l'ordinateur de bord. Donc, Abhyasa Vairagya sont dans le premier chapitre, et le premier chapitre s'adresse à tous les êtres humains, pas seulement à ceux qui ont fait un grand travail. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, bien que traditionnelle, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des enfants et pour des imbéciles. Chacun d'entre nous a une expérience de vie qui est aussi respectable que le Bouddha, le Christ ou n'importe quel autre individu humain qui, dans le cours des temps, a donné un message peut-être que chacun d'entre nous ne serait pas capable de donner, mais néanmoins, nous sommes dotés d'exactement les mêmes instruments. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Donc, il s'agit de cesser de croire qu'on est limité et de prendre conscience qu'on a tout en main sans avoir à passer par quelque enseignement ou tradition que ce soit pour creuser et découvrir qui on est vraiment. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous nommez, François, c'est que justement, vous nommez justement le fait qu'il n'y a pas besoin de passer par un cheminement. A priori, on est tous plus ou moins là dans un cheminement. Alors, quel pourrait être notre processus de conscientisation pour à la fois avoir une juste distance avec notre véhicule et notre ordinateur central, si on n'a pas forcément besoin du cheminement? Les voies, j'imagine, sont plurielles. Ah, je ne sais pas, moi je ne connais pas de pluralité de voix, je n'en vois qu'une personnellement, c'est cesser de penser et voir simplement. C'est-à-dire la vision, en anglais insight, elle est instantanée, elle est immédiate, elle ne passe pas par la mémoire, elle ne passe pas par le savoir. Vous pouvez être encombré de la Bhagavad Gita, du Mahabharata, du Yoga Sutra, du Tao Te Ching, tout ce que vous voulez. Ce ne sont que des pensées emmagasinées dans votre mémoire. Compris, mal compris, interprété d'une façon par les uns, interprété d'une façon par les autres. Mais une pâquerette, ça reste un miracle. Il suffit de la voir.
Et voir une pâquerette, il n'y a pas besoin de savoir. Voir un enfant qui sourit, il n'y a pas besoin de savoir. Voir un enfant qui pleure, il n'y a pas besoin de savoir. Voir un être humain qui s'encombre inutilement de toutes sortes de choses inutiles, il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de mémoire, il y a juste à regarder. Donc la voie immédiate, c'est cesser de penser. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on cesse complètement de penser. On a besoin de penser pour certaines choses. Mais on ne confond pas la représentation, qui est la pensée, avec la vision directe. Et la première chose que Patanjali nous dit, ce qui est important, c'est que l'instance qui en nous voit, enfin s'établisse dans sa vraie nature. C'est-à-dire cesse d'être encombré par tous ces balivernes. Alors, si tu me demandes quel est le chemin pour y arriver, il n'y en a pas. Parce que nous sommes déjà ça. Alors, un chemin, ça veut dire, bon, je vais aller retrouver François Lorrain. Alors, François Lorrain est là et je vais chercher François Lorrain. Alors, plus je cherche François Lorrain, plus je m'en éloigne. Donc, je reviens là où je suis et là, j'ai une chance de découvrir qui je suis vraiment. Voilà, c'est tout. Ça a l'air simple, mais est-ce que ça l'est si simple? Parce que si vraiment j'avais envie un peu de gratter, de poser, de faire celle qui ne comprend pas, j'ai envie de dire qu'on est dans des sociétés très visuelles, mais qu'on ne voit pas beaucoup. La société est fictive. Il n'y a qu'une seule société avec laquelle tu es en contact, c'est le contenu de ton propre esprit. La société, celle que tu appelles la société, c'est une projection de ton esprit. C'est une abstraction, c'est une pensée. Mais arriver à ça, il faut déjà avoir conscientisé beaucoup de choses. Là, je veux dire, c'est quelque chose qu'on discute ici, et on est tous à peu près en train de se comprendre. Je ne suis pas sûre que transposer dans un autre milieu, on se comprenne si facilement. Il n'y a pas d'autre milieu que celui dans lequel on se trouve maintenant. Dans lequel on peut aller loin comme ça, je pense, non? Vous pouvez, alors comme disait un de nos amis, Steve Jourdain, qui malheureusement est décédé depuis, une femme lui disait, mais oui, mais il y a bien, c'était quoi déjà? Tu vois de quoi tu parles? Steve Jourdain, il y a bien Sarajevo. Hein, oui, oui. Non, madame, il n'y a pas Sarajevo. Il n'y a pas de Sarajevo ici. Alors je veux dire, il n'y a pas de Gaza ici. Il y a une pensée dans votre esprit. Il y a une pensée de. Donc ça, c'est pensée. La société, c'est pensée. Et penser, c'est partir dans un voyage qui n'a pas de fin. C'est pas par la pensée qu'on arrive à la libération, je pense que tu seras d'accord. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta façon Allez, c'est parti. de présenter les choses. Je suis d'accord sur tout ce que tu dis est vrai, mais la question c'est comment on fait pour la majorité d'entre nous pour arriver à là où tu en es rendu. Je suis persuadé que tu as toi-même dû cheminer et explorer peut-être un certain nombre de voies sans issue avant d'arriver à une position aussi radicale. Et voilà, et je pense que on a besoin de repères, même si ces repères sont relatifs et même si ils sont appelés à être dépassés. Et voilà, dans ce que tu disais, Isabelle, j'ai l'impression que c'est de ça dont tu parlais en partie. Oui, parce que pour moi, en fait, j'entends ce que François dit, mais beaucoup d'êtres humains, moi y compris, je l'ai oublié. Je l'ai oublié, cette conscience profonde. Et donc, j'ai besoin de la retrouver en moi. Quand je cherche et quand je prends l'autre comme miroir, c'est pour retrouver en moi ce que j'ai oublié à un moment donné. T'as oublié avant de quoi? J'ai oublié à un moment que je savais que j'étais le tout. Je l'ai oublié. C'est le jeu de la vie d'oublier. Hein. Je pense qu'on a tous, quelque part, non seulement le désir, mais aussi la certitude que ce qu'on cherche, on le connaît, on le sait intimement. Le problème, c'est ce que j'ai montré là à l'instant. C'est d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on doit chercher à l'intérieur.
Mais on ne doit même pas le chercher, on doit juste se taire. Alors ça, c'est la chose la plus difficile pour la structure créée par l'ordinateur. Je compare, c'est une fonction, quand vous avez un ordinateur, vous avez, la plupart d'entre nous, je pense, une image. Avant de commencer à s'en servir, il y a une image sur l'écran. Eh bien, l'ordinateur du véhicule corps-esprit a une image fictive qui s'appelle moi. Et c'est cette image fictive qui s'appelle moi qui cache ma vraie réalité. Donc quand on prend conscience que cette image fictive moi est une fonction nécessaire dans la relation à l'autre qui n'existe pas, l'autre n'existe pas. L'autre est une projection. C'est un peu peut-être difficile à admettre, mais s'il le faut, on essaiera de creuser ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que vous existiez, pas plus que vous ne pouvez être sûr que j'existe. Est-ce que vous êtes même sûr que vous existiez vraiment? Et j'espère que oui. Parce que c'est la seule certitude qu'on peut avoir. Que s'il y a être, cet être est conscient d'être, il n'y a qu'en soi qu'on peut vraiment le déterminer. Si quelqu'un me dit oui, tu existes, ça ne suffit pas. Si je n'ai pas conscience d'exister, ce que me dira l'autre ne me servira à rien. Donc c'est vraiment ce retour du regard sur le fait que toute chose à l'extérieur est suspecte. Mais une chose n'est pas suspecte, c'est le sentiment d'être et d'être conscient d'être. À partir de là, tout est possible. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Isabelle, parce que du coup, je pense que ça peut être une autre manière de rentrer en perspective avec ce que François vient de nommer, sur le fait que pour toi, l'autre peut agir comme un miroir, alors que finalement, de ce que j'entends, a priori pour François, c'est pas tout à fait ce chemin-là. Non, juste en tant que psyché à psyché, l'autre est un miroir. Ah, ok. Mais révèle la nature de ma psyché, ou de cette psyché, parce que le mot ma ne convient pas, mais ne me permet pas de revenir à ce que je suis vraiment. Ok, et du coup, je me demandais si, par contre, pour toi, finalement, l'autre agissant comme miroir serait un moyen de revenir vers toi, ou tu rejoins plutôt François? Je le vois plus comme un moyen de mieux me connaître, de regarder. Parce que, en fait, avec les personnes avec qui ça va bien, j'ai pas de problème. C'est la personne qui vient me chercher où ça va pas, qui va me permettre de dire tiens, mais qu'est-ce qu'elle te renvoie? Qu'est-ce qui fait appel que c'est si difficile pour toi? Soit de l'accueillir, de cœur à cœur, soit tout simplement de regarder que oui, en fait, et je suis peut-être aussi un peu comme ça, quoi. Et donc là, ça me permet de faire un chemin, de me dire ok, quoi. Et donc tout doucement, ok, j'amène de la conscience, et cette conscience que je vais amener sur, bah oui, en fait, j'ai pas vraiment envie d'être ça, je ne le suis pas, mais en même temps, c'est ce qui vit en moi. Et donc, je le suis. Et on revient un petit peu effectivement à ce que tu disais sur définir ce que je ne suis pas te permet d'accéder à ce que tu es, peut-être. J'ai assez de conscience. Ou en tout cas, ce que tu es à un certain moment, puisqu'on est quand même d'accord qu'on parle, ou peut-être que je me trompe, mais en tout cas d'étapes. La connaissance de soi, c'est quelque chose qui a priori est censé évoluer au long de notre vie. Même si je mets beaucoup de guillemets sur ton connaissance de soi, au vu de tout ce que François a pu nommer sur cet aspect-là, bien sûr. Mais là où je rejoins François, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que je parle de qui ne suis-je pas, parce qu'en fait, c'est vraiment ce chemin vers notre retour, vers cette conscience pure, profonde, qui est là. Et c'est pas sur ça que je parlais d'oubli. C'est que tout ce qui a structuré, construit la personnalité, mais une personnalité qui est en moi, qui se montre, mais qui n'est pas ce soi, qui n'est pas cette conscience. Mais ça, j'ai oublié que cette conscience, elle était là. Donc oui, je suis d'accord avec toi, François, quand tu parles de psyché à psyché, et c'est à ce niveau-là que voilà, c'est là où je propose le chemin, et que c'est un cheminement, ce sont des étapes pour toujours se rapprocher davantage de notre nature. Oui, moi je veux bien aussi revenir un petit peu sur une question que François a posée.
il dit, mais la connaissance de soi, c'est de quel soi on parle, en gros. Moi, j'ai l'impression que c'est utile de parler de deux soi, même si ça paraît contradictoire pour un tenant de l'Advaita. Il y a un soi relatif, c'est l'essence, le centre de notre psychisme, là où on a l'impression d'être dans notre intimité, comment dire, personnelle, ce qui me paraît être le plus moi. Alors, certes, c'est une illusion, mais encore faut-il, selon ma compréhension, arriver à se trouver soi-même dans sa vérité relative pour pouvoir envisager le lâcher-prise auquel François fait allusion, qui est de découvrir l'espace impersonnel qui est le fond de notre être. Je peux t'arrêter un instant. Tu crois vraiment que le moi personnel peut découvrir le soi impersonnel? Non, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire, mais j'ai voulu dire que c'était une étape, que vouloir découvrir notre impersonnalité alors qu'on ne sait pas sur un plan relatif qui on est, même si, ok, c'est une illusion, eh bien c'est vouloir sauter du rez-de-chaussée au premier étage sans escalier. Bon, on peut toujours essayer, peut-être que quelques-uns y arriveront, mais pour la grande majorité d'entre nous, il faut trouver l'escalier. Voilà, en tout cas, comment moi j'entends ce que tu dis, Isabelle, auquel je me retrouve. Je rappellerai ce que j'ai dit le matin dans je ne sais plus quel jour. Le sujet ne peut jamais devenir objet, ce qu'il voit ne peut jamais être vu. Donc, si dans vos esprits, il y a l'idée que par la connaissance de soi, le petit soi, pour utiliser un autre terme que celui que tu as utilisé, on va parvenir à réaliser ce que c'est le grand soi, c'est-à-dire avoir ce qui est cela qui voit. On se met le doigt dans l'œil, et je ne sais pas par où il sort, mais il sort, et ça fait très mal. Nous ne sommes pas des sujets qui voient, nous sommes des objets qui sont vus. Réfléchissez à ça. Oui, j'allais le suggérer. Alors, je vais peut-être juste demander à nos intervenants si l'un souhaiterait peut-être soit ajouter quelque chose ou renourrir l'espace avant que j'ouvre à la salle. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça se passe du coup, si vous avez besoin d'un micro. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade ou est-ce qu'en vous levant et en parlant fort, ça suffit? Celui-là est baladeur. Donc si vous voulez poser une question, je vous passe le micro. Soit vous posez la question à l'ensemble des intervenants, soit vous avez effectivement envie de poser la question à quelqu'un en particulier, peut-être vous le nommez. Vous voyez. Oui. Non. En fait, je voudrais juste poser une question. Dans tout ce que j'ai entendu, presque tout, disons dans les 3/4 de ce que j'ai entendu comme échange pour le moment, il s'agit de psychologie. Il s'agit de choses qui se rapportent à la personnalité. Et moi, j'espérais qu'on allait un petit peu parler de ce qu'il y a au-delà de cette personnalité. Parce que si je comprends bien, dans le yoga, nous avons bien sûr tous cette personnalité, et c'est en façonnant cette personnalité pour qu'elle ne soit plus trop dérangeante que nous pouvons aller vers l'essence de qui nous sommes. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est des conseils pour aller vers l'essence de qui nous sommes. Parce que si je comprends bien, c'est ça, en yoga, que nous cherchons, aller vers l'essence de qui nous sommes. Je suis un peu étonné que tu dises que dans les 3/4 de ce que tu as entendu, c'était de la psychologie et pas de la métaphysique. Parce que moi, c'est l'impression inverse. J'ai l'impression que François a beaucoup développé l'aspect transcendance, l'aspect radical, et que nous avons eu un peu de peine avec Isabelle à ramener le débat à un niveau
certes plus relatif, mais aussi peut-être plus accessible à la majorité d'entre nous. Donc voilà mon Il y a réponse. des gens qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Ben oui, François, je me dis, mais pourtant tu as parlé relativement longtemps, donc il faut que tu recommences. Je pense que si Dieu nous écoute, il doit avoir un large sourire. Quand je dis Dieu, je veux dire là. Donc je ne sais pas quoi dire. Ah, une autre question là-bas. Où est le micro? Il est là, je Je ne vais pas répondre à toutes les questions. Hein. Peut-être une voie du milieu. Ce que j'entends, c'est que, en écoutant Isabelle notamment, c'est qu'il y a un intérêt à remettre de la conscience sur la construction psychologique, sur le psychisme, sur le droit. Et je crois qu'on a parlé à un moment, François, ou peut-être Yann aussi. Quand la conscience est là, il y a comme une maturation où il y a quelque chose qui s'éclaire. Et pour moi, dans ma réflexion personnelle, c'est quand même la conscience qui reprend conscience d'elle-même à un moment. C'est tout le travail de la conscience, à la fois de remettre de la conscience sur, vous allez me dire si je me trompe, de la conscience sur le psychisme, sur la construction, sur l'ego, pour finalement qu'on ne soit plus prisonnier de cet enfermement et qu'il y ait une fluidité qui permette à la conscience de se regoûter dans le silence, en sa propre essence. Je ne sais pas si c'est vraiment une question. C'est pas une question, mais j'aimerais bien savoir qui est en train d'essayer de mettre de la conscience sur la psyché. C'est peut-être par la souffrance que l'ego accepte. Qui Qui est en train de mettre de la conscience? Qui essaye de mettre de la conscience sur l'activité psychique? Sinon, l'activité psychique elle-même. Donc c'est pas la conscience. La conscience ne cherche à faire rien du tout, quoi que ce soit. La conscience est. Donc c'est donc bien une disposition du psychisme que de permettre de se mettre au soleil de la conscience pour qu'il y ait... Le psychisme n'a qu'une fonction, c'est de se taire. Non, mais... le psychisme fait partie de la prakriti. La prakriti est animée par la conscience. Quel est le taux d'ensoleillement de conscience qu'il y a dans la prakriti qui lui permet de devenir suffisamment intelligent? La prakriti n'est qu'un miroir qui reflète parfois ce qui émane de la conscience, mais là on n'est plus dans le Vedanta, on est dans le yoga, bah, pourquoi pas. Hein. Donc la psyché fait obstacle, mais elle n'a aucun rôle à jouer dans la découverte de la conscience. Elle n'a qu'un rôle à jouer pour découvrir ce qu'est la conscience, c'est de se taire. Donc juste une question pour Isabelle pour terminer. Est-ce qu'il y a un jeu de mettre la structure psychique dans l'immersion de plus de conscience? Est-ce que c'est ça le cheminement que vous proposez? Moi, oui. Okay. Oui. C'est le cheminement que je propose. Je l'ai proposé cet après-midi en séance. Et donc, de vraiment, oui, prendre le temps de regarder son passé, se proposer une séance, puis le regarder avec le regard de maintenant. Et tout ce cheminement, je pense que les personnes qui étaient présentes pourraient témoigner qu'il y a eu quelque chose de différent. Et aujourd'hui, j'entends qu'il y a un chemin énorme. Moi, je n'ai pas encore fait ce chemin. Et je ne suis peut-être pas née avec quelque chose qui m'a permis de directement entrer dans le chemin et de baigner dedans. Et donc, je me mets dans cette position de l'ignorante pour pouvoir cheminer et amener plus de conscience, même si je sais que je suis conscience. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai oublié à un moment donné. Et sans vouloir... Moi, en fait, j'ai un petit ici, et donc ça fait que j'oriente peut-être ce chemin plus de ce côté-là. Mais même si j'entends et je sais que nous sommes des sujets, mais combien de fois les personnes que je rencontre s'objectalisent? Elles se vivent comme des objets. Et c'est parce que, justement, à un moment donné, on va les accompagner
à travers tous les outils du yoga, à amener plus, j'ai plus appelé le mot conscience, je vais utiliser le mot que j'ai utilisé cet après-midi, plus de lumière sur ce qu'elles sont, sur l'histoire qui s'est construite autour, et leur permettre de plus s'identifier à leur histoire pour pouvoir alors, oui, prendre vraiment à cœur, je suis cette conscience. Mais comme je l'ai dit, voilà, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont oublié. Merci. Moi, je n'étais pas avec vous cet après-midi, mais j'étais avec François, il nous a fait faire le mandala de lettres quand même. Et j'ai bien senti que là où j'étais placé dans le mandala, il ne se passait pas la même chose. Donc, à approfondir. Ce que je voudrais dire, puisque j'étais aux deux, Prends le micro quand même, c'est mieux. Pardon. Puisque tu Et cites. Maëva, elle est passée. Elle peut circuler le micro. Ah, d'accord. Tout va bien. Denis, puisque tu cites l'exercice que François a fait cet après-midi que j'ai vécu, il était tout à fait la suite de l'exercice précédent que j'ai fait avec Madame quand on était en haut, comment ça s'appelle ? À Sorbois. Comme par hasard, ça s'est suivi à une demi-heure d'intervalle, et c'était la même chose, pour résumer pour ceux qui n'y étaient pas. On parlait du passé, et d'en faire un peu table rase, et de regarder l'avenir en étant présent. Voilà ce que je veux dire sur la comparaison des deux exercices que j'ai vécus. Le mandala de l'être, ce qui est important, c'est la position centrale qui est celle du maintenant. Donc on va visiter les pensées qu'on a sur soi-même, on va visiter les pensées qu'on pense que les autres ont sur soi-même, on va visiter les pensées qui nous viennent du passé, on va visiter les pensées que nous avons par rapport au futur, mais à chaque fois on vient à la position centrale, qui est la position de maintenant. Et là, avec le processus, on se rend compte que tout ce qui se passe autour de la position centrale, c'est une jolie petite histoire, mais quand même, elle nous fait vraiment chier, cette histoire. On a vraiment intérêt à rester dans la position centrale. Et cette position centrale, elle est là, tout le temps. Et il suffit d'arrêter de penser constamment à soi, par exemple, de penser au grand maître, de penser aux états extraordinaires qu'on va peut-être connaître, à la lumière qui va nous éclairer, parce que cette position centrale, elle est là maintenant, elle sera là maintenant dans l'instant suivant, elle sera là dans l'instant d'après, elle était là dès l'origine, elle le sera jusqu'à la fin, et il n'y a pas d'effort à faire pour ça, il suffit d'arrêter de se raconter des histoires. Ça, c'est on a envie de continuer. Alors, on a une autre question ici. Oui, vous êtes tous les trois, pour notre plus grand bonheur, avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et de cœur, attachés apparemment assez fermement, engagés, peut-être un peu enchaînés par votre passion de débattre, de discuter, de transmettre, de faire partager votre savoir. J'aime pas trop les termes que tu utilises. Hein. Moi, je ne me sens pas attaché du tout. Pardon. Je ne me sens pas du tout attaché. En tout cas, merci. Et un être passionné, c'est toujours fantastique, parce que c'est quelqu'un qui rayonne, qui irradie la lumière. Que ce soit, je ne sais pas, un jardinier, un cuisinier, un médecin, un avocat, peu importe, c'est merveilleux quelqu'un de passionné. Et je dirais même quelqu'un de réellement passionné, en fait, il s'abandonne complètement parce qu'il est comme traversé par une force qui ne lui appartient pas, mais qu'il traverse, qu'il habite, et il transmet. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous doivent connaître des grands yogis qui, jusqu'à la fin de leur vie, ont transmis de cette manière-là. Alors, pourquoi abandonner nos passions? Je comprends qu'avec l'âge, on a un petit peu moins d'énergie, on fait cri, on s'allège, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi abandonner nos passions? Ça, je n'ai pas compris du tout. Je ne le vois pas. Elle ne doit pas m'oublier, hein? Alors, oui, mais il faut. il y a une autre question, mais quand même, peut-être. Bien sûr répondre.
c'est une question de fond, de savoir en effet si notre existence consiste à être animé de passion jusqu'au bout. La passion, c'est une énergie centrifuge. Alors, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a des passions au sens ordinaire du mot, tel que c'est un vieux mot qu'on utilise en philosophie pour parler des émotions. Dans les textes classiques de philo, on parle de passion pour désigner les émotions. Alors, ça c'était un premier sens, et puis tu as fait allusion à des grands yogis qui se laissent traverser par une énergie d'un autre ordre. Ça me gêne qu'on utilise le mot passion dans les deux cas. Il y a quelque chose qui, selon moi, relève de la vie relative, du psychisme relatif, et qui, selon moi, et selon l'Upanishad que j'ai cité au début de l'intervention, est appelé à s'éteindre, mais c'est pour laisser la place à une énergie d'un autre ordre qui peut nous animer, à un autre degré de vibration, en quelque sorte. Ouais, mais je parle du paysan qui meurt à la tâche. Je parle de ces gens-là. Oui, mais tu as fait allusion aux grands yogis qui sont animés jusqu'à la fin de leur vie. Oui, mais la passion peut animer des tas de gens dans des tas d'activités. Et c'est beau parce que ils s'abandonnent à une force qui les traverse d'une certaine manière. Alors peut-être avec l'excès, peut-être qu'on peut dire qu'il ferait mieux de rester tranquille et prendre ça. J'aimerais aussi contribuer à une réponse. Deux choses. Une image qui m'a frappé de plein fouet. C'était tout au début que j'écoutais Krishnamurti en Inde, et il disait on doit être comme un tambour dont la peau est bien tendue. Quand la peau du tambour est bien tendue et que la vie frappe sur le tambour, la note qui est donnée résonne juste. Donc l'être humain enflammé par la passion de la vérité, que ce soit dans le domaine du paysan ou dans le domaine du yogi, ça ne fait pas de différence, je suis d'accord avec toi. Quand on est animé par la passion de la vérité, cela doit nous conduire à nous ajuster comme un tambour dont la peau est bien tendue, et ce n'est pas moi qui réponds, c'est le fait d'être ajusté qui fait que la réponse vient sans qu'on ait besoin de la chercher. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une parole de Rumi qui m'accompagne, qui est la suivante, que j'ai citée dans un matin. J'ai été cru, j'ai été cuit, je suis devenu flamme. La plupart d'entre nous, on est cru. Cru, c'est-à-dire, on n'a pas encore le feu de tapas qui nous anime. Quand quelque chose ou quelqu'un, une parole, un regard, un événement, une perte, un décès, allume en nous cette flamme, elle va brûler les scories. Et là, on devient soi-même flamme. Et quand on est devenu flamme, il n'y a rien qui compte d'autre que de rester flamme, mais on n'a pas d'effort à faire pour ça, parce que toutes les scories ont été brûlées, et d'où vient le carburant, ça, on ne peut pas le dire. Et je reviendrai après, le micro est ici. Merci. Allez-y, posez votre question. Oui. Oui, allez-y. C'est une question pour François. Je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que la langue, c'est toujours pas la mienne. Mais tantôt... Je parle en flamand. Oui. Et vous? J'aimerais bien, mais je ne sais pas. Ok, dommage. Donc, est-ce que c'est juste que je vous ai entendu dire qu'on ne peut jamais atteindre la conscience par le petit soi? C'est ça que vous avez dit tantôt. J'ai dit que ce que tu penses être en tant que sujet n'est qu'un objet, et que cet objet ne connaîtra jamais le sujet.
c'est le sujet qui connaît l'objet. C'est-à-dire la conscience humaine limitée, qui est en fait une image fictive dans la psyché humaine. C'est-à-dire c'est la conscience une, mais qui se manifeste comme une manifestation limitée du fait des limites de la psyché. Cette personnalité, cette personne que m'a employé, je crois, Yann, ne pourra jamais connaître la conscience. C'est la conscience qui nous connaît. C'est Dieu qui nous connaît. Nous ne connaîtrons jamais Dieu si on le prend en termes théologiques. Je suis d'accord avec ça, mais le point que vous avez cité en dernier, qu'il suffit d'être maintenant et ici, que c'est assez, je suis aussi d'accord, mais avant de venir là, c'est quand même un chemin, c'est un long processus, parce que je n'ai pas fini. Ce petit moi, avec tout, je compare ça avec toutes les couches autour d'un noyau. On ne va jamais arriver au noyau avant d'enlever les couches. Et pour enlever, tu prends un bon couteau. Pour enlever les couches, il faut quand même du svadhyaya, du réflexion sur soi. Moi, je suis peut-être faux, mais je dis toujours, avant de connaître le petit soi, on ne va jamais être dans le présent pour avoir contact. Mets le micro devant ta bouche. Pardon? Mets le micro devant ta bouche, parce que là, Tu parles et on t'entend pas. Ah, ok. Vous n'avez pas compris? Moi j'ai compris, mais redis-le quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? que tant qu'on ne connaît pas le petit moi, c'est pas possible d'être dans l'instant présent. Oui. C'est ça? Oui, parce que le petit moi là va te perturber. Alors qu'est-ce que le petit moi? Ah ben c'est mes sentiments, c'est mes émotions, c'est mon ego, c'est tout ça. Et aussi tu peux montrer ton ego? Oui. Montre-le-moi. J'ai vu ta langue, j'ai vu ton visage, mais j'ai pas vu ton ego. Ah non. Non. Mais vous l'avez peut-être vu dans le temps. L'ego est un concept. Oui. C'est une représentation. Si tu regardes ce que c'est que l'ego, quand tu regardes en toi, qu'est-ce qui dit je suis, c'est quoi? Alors, c'est effectivement ce que tu as dit, ça peut être émotion, mais c'est d'abord tout et avant tout une pensée. Alors ça, pour ça, on doit dire merci au Bouddha et merci à Krishnamurti plus près de nous pour avoir bien expliqué le processus par lequel se crée et se perpétue le sentiment d'être un moi séparé. Krishnamurti a très bien expliqué que si on regarde attentivement, admettons que je pense que j'apprécie beaucoup la façon dont Isabelle présente les choses, c'est une pensée, mais dans cette pensée, c'est mêlé une pensée moi. Cette pensée moi, elle représente effectivement tout un complexe, des nœuds de mémoire, mais qui n'apparaissent pas au moment où cette pensée moi apparaît par rapport à ce qu'a dit Isabelle, mais cette pensée-là accompagne toutes les autres pensées, pas en même temps. Si on observe attentivement, par exemple, quand on est vraiment en contact avec ce qui se passe en soi, on voit bien qu'il y a une pensée X, Y ou Z et la pensée moi qui vient. Et cette pensée moi, c'est quoi? C'est une pensée qui se sépare des autres pensées, qui devient le censeur. C'est-à-dire la pensée qui décide « Ah, l'Advaita Vedanta, c'est la meilleure école de spiritualité dans ce monde. Donc je vais consacrer ma vie à étudier l'Advaita Vedanta. » Mais cette pensée va juger, ah ben non, le zen c'est trop abrupt, c'est trop ceci, c'est trop cela. C'est-à-dire la pensée qui se sépare en tant que moi s'instaure comme le censeur et le juge de toutes les autres pensées. Et là, ça y est, on est pris au piège d'un cheminement qui n'a pas de commencement et pas de fin, parce qu'en fait, c'est pas nous qui avons créé au départ cette pensée moi, c'est notre environnement, notre éducation, nos parents, et nos parents ont fait de même. C'est leurs propres parents qui ont fait ainsi, et ça remonte à l'aube de l'humanité. Donc on porte le poids, comme disait Rimbaud, et là je le dirais mieux que moi, des millions de cadavres qui se sont accumulés à cause de leur intelligence bornée. Bornée, c'est dit, mais c'est borné. Voilà, donc c'est ça qui est important de voir comment fonctionne l'esprit. C'est pas dans les livres que vous allez trouver ça.
C'est pas en allant en Inde que vous allez trouver ça, c'est ici. Et maintenant, à chaque fois que votre pensée se met à opérer, regardez ce qui se passe. C'est vrai, mais pour moi, c'est encore de théorie. Je ne suis pas là. Quand quelqu'un m'agresse, quand quelqu'un est devant moi... Quand quelqu'un t'adresse, tu te fous une baffe et tu pars en courant. Oui, mais c'est le moi qui le fait. Non, ça c'est la loi de la nature. Tout organisme vivant a pour, obligation de se protéger pour continuer à vivre. Okay. C'est pas du mal. Ça, c'est des histoires de conneries de religion qui nous ont conditionnés à penser que nous, êtres humains, en tant que corps-esprit, on pourrait être bénévolents, doux et gracieux, même si on nous tape dessus. Non. Alors, j'ai une fausse connaissance du moi. Ok, merci. Je me trompe peut-être, mais je te dis ce que je pense parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour moi d'exprimer les choses que telles que je les ressens. Oui, mais je réfléchis, hein. C'est pour ça que je vous ai demandé cette question, parce que je sais que vous êtes drôle, hein, que vous avez des... Enfin, qu'est-ce que je dis? Vous avez des idées que moi, j'ai dit, c'est difficile à adhérer. Ok. Merci. Tu as tout à fait le droit. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Oui, puis après je reprends peut-être une ou deux questions et puis je pense qu'on clôturera. Parce que personnellement, je ne me retrouve pas dans la définition de François de l'ego comme étant tout simplement une pensée. J'ai l'impression que si l'ego était une pensée, il serait assez facile de le dépasser, de le détruire, de je ne sais pas quoi, enfin, de s'en débarrasser. Pour moi, l'ego, malheureusement, je dirais, c'est une réalité qui a une composante presque biologique, en tout cas énergétique. Oui. Et dépasser l'ego, c'est pas juste dépasser une pensée, c'est dépasser tout un système énergétique. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, selon moi, et qu'une démarche uniquement basée sur revenir ici et maintenant, et qui est une démarche qui part de la tête, de l'intelligence, de la vision, mais qui ne prend pas en compte notre dimension incarnée suffisamment. Pour moi, elle n'est pas accessible. Si pour toi, elle semble fonctionner, je m'en réjouis. Mais je ne suis pas sûr que chacun d'entre nous se retrouve dans cette définition de l'ego. Est-ce que pour vous, l'ego, c'est une pensée? Je ne suis pas sûr que ça correspond à votre expérience. En tout cas, ça correspond J'ai pas dit que c'était seulement une pensée. J'ai dit que c'était véhiculé depuis l'aube de l'humanité et que c'est transmis de génération en génération et qu'effectivement, tu as raison, c'est pas seulement psychologique. Hein, c'est le mode de fonctionnement du cerveau tel qu'il s'est constitué au cours des âges, parce que nous sommes une espèce particulièrement fragile, et nous avons dû nous défendre contre des forces qui nous dépassaient immensément, et que c'est une fonction de protection, c'est une fonction de relation, et c'est une fonction de protection, l'ego. Donc, il faut peut-être plus que ce que tu sembles laisser entendre pour réussir à... Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire regarder comment ça se passe maintenant dans ton propre esprit. D'accord, mais tel que tu as présenté les choses, ça, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'était la voie directe et la seule utile en quelque sorte. Le reste, c'était une perte de temps. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai parlé aussi de la voie progressive, mais ça c'était pas ici, effectivement. Voilà, donc j'avais envie de donner cette précision, parce que moi, je ne me retrouve pas dans une définition trop mentale ou trop intellectuelle de l'ego. Moi, malheureusement, mon ego, il a Il existe. Une épaisseur. Alors, c'est quoi l'ego, pour toi? C'est... Comment dire, je peux le définir de façon négative, c'est ce qui va faire que je vais me sentir vexé si tu me dis quelque chose de désagréable ou si... Non, je ne veux surtout pas te le dire. Alors, si tu me dis quelque chose d'agréable, je vais me sentir... Si, je veux te dire quelque chose. Oui, je vais me sentir flatté, et ça, cette vibration-là,
C'est ça l'ego. Oui, mais ça, je comprends. Mais si tu regardes l'origine du fait qu'une parole extérieure te touche positivement ou négativement, c'est bien qu'en toi, il y a une instance qui s'identifie comme étant toi, et si tu regardes quelle est cette instance, de quoi est-elle faite? Eh bien justement, elle est faite d'un tissu qui est à la fois énergétique, émotionnel et mental. Beaucoup de mémoire, ça. Mais la mémoire a une dimension énergétique. Oui, mais alors, quelle est dans cet univers la chose qui ne serait pas de l'énergie? Peu importe. Ah ben oui, mais je veux dire, tout est d'énergie, donc c'est pas une explication. Non, mais l'important c'est comment se débarrasser de l'ego, et bien il faut prendre en compte sa dimension énergétique et émotionnelle, et pas seulement le traiter comme une pensée. En tout cas, c'est ma façon de... Mais la pensée est une énergie qui s'exprime sous la forme d'une pensée. Oui, d'accord. Je me permets juste, oui, la question suivante. Si on peut se rassembler, parce que je pense que vous pourriez débattre très longtemps tous les deux. Et on va plutôt proposer de continuer à prendre peut-être une question ou deux si une autre personne souhaite poser une question. Oui, bonsoir. Alors, moi j'ai passé 12 ans à la fac des lettres de Montpellier à écrire sur qu'est-ce que la conscience, au regard de la conscience modifiée, jusqu'en thèse. Et ensuite j'ai rencontré Swami Chandra. Et Swami Chandra, il m'a dit, enfin il m'a pas dit, il a proposé 1 200 000 fois en Likita Japa l'écriture du mantra Om. Et j'ai arrêté d'écrire ma thèse. Parce que le Om a révélé un état de conscience qui allait au-delà de toutes les explorations alcooliques, cannabiques, comatiques, du sommeil, etc., qui pouvaient induire des états de conscience modifiés. Et j'ai l'impression que de là où vous parlez, bon, j'entends parfois nature, j'entends parfois tapas, j'entends des mots comme ça, mais si vous venez demain matin 25 minutes dans la navisance, tout le mental va s'arrêter, l'ego va disparaître, et ce qui va émerger, ça va être seulement une espèce de silence en communion avec la conscience universelle du cosmos. Et c'est super facile, en fait. Et tout le monde peut y arriver demain matin gratuitement. Sauf que personne ne veut le faire. C'est hallucinant, personne ne veut le faire. On est dans une société tellement policée, en fait, qu'on est tout le temps en train de circonvoluer avec le mental ou avec les émotions, etc. Alors qu'effectivement, c'est là. C'est tout le temps là. Moi, je suis un fou furieux, en fait. je me rends compte que de là où je vois le monde, en fait, on le voit peu comme ça. Voilà, c'est juste que je voulais exprimer, quoi. C'est-à-dire, aller dans l'expérience. L'expérience intense, le tapas véritable pour faire mourir cette entité que nous avons construite depuis notre naissance et qui est totalement artificielle, et laisser naître la véritable divinité qui est en nous. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, on est dans un monde qui va tellement vite, avec une compression spatio-temporelle qui est tellement radicale que les alternatives à la soporisation de la pensée, en fait, et la mondialisation de la pensée, c'est de trouver une alternative radicale aussi dans l'exploration yogique. Il faut plonger à la rencontre de sa propre mort pour renaître autrement. Voilà. Om Namah Shivaya. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ou en partage? Ça, ce n'est pas une question. C'est pour ça que je dis ou en partage.
question très très courte. Alors, juste une question. Est-ce qu'une vache peut avoir un sens d'ego? Est-ce qu'une vache peut avoir un sens d'ego? C'est la question. Il semble que tous les animaux, au moins les animaux supérieurs, aient une conscience minimale d'eux-mêmes. Ils sont capables de s'attacher effectivement à ceux qui les soignent, ils sont capables d'avoir peur de ceux qui leur infligent des mauvais traitements. Donc forcément, ils ont bien la conscience d'une existence individuelle qu'ils doivent protéger du mieux qu'ils peuvent. Là, ils ont, selon ma compréhension, ils ont une conscience minimale d'eux-mêmes qui s'apparente, qui est le fond commun de notre propre ego. Le nôtre est un peu plus élaboré et a un peu plus de capacité de se défendre et de s'organiser pour satisfaire ses désirs ou ses besoins. Il me semble que les animaux ont aussi la perception d'un centre à partir duquel ils essayent de se manifester. Le drame des vaches, c'est qu'elles sont mangées par des singes, qui sont les humains. Est-ce que c'est le mot de la fin? Ma femme et moi sommes toujours surpris de voir que yoga ou pas yoga, on reste toujours branché sur les conditionnements alimentaires qui font qu'on peut parler d'amour, de compassion, mais on n'a même pas la compassion d'essayer d'éviter la fourmi qui passe devant soi. On n'a pas la compassion de laisser les animaux vivre leur vie. Et donc ça me semble un peu contradictoire avec les valeurs du yoga. Mais enfin, ça c'est, comme disait la nounou de ma femme, ça c'est chacun. Voilà. Donc ça sera plutôt ça de la fin. D'accord, merci. Est-ce que Isabelle ou Yann, vous avez envie de, je sais pas, de clôturer un petit peu les thématiques qu'on a pu aborder Mais peut-être que tout a déjà été dit, c'est une question, une proposition. Oui, voilà, donc non, je n'ai pas de mot de la fin à proposer. Le débat a été un peu, comment dire, riche. Riche. Je fais mon rôle de modératrice. J'espère que vous aurez trouvé un intérêt et que vous ferez votre bien avec tout ce qu'on a pu se dire. Voilà. Bien, merci beaucoup à vous trois, merci aussi beaucoup à vos questions et bonne continuation au congrès. Et surtout, allez vous coucher, oubliez tout ce que vous avez entendu et recommencez demain matin comme si vous étiez des bébés tout neufs.